Quentin, Laurie, Patricia, Bonjour Nora. Odile, Stéphanie, Agnès, bonjour. Réponse à la question. Est-ce que vous nous entendez? Voilà. En tout cas, je pense que on nous voit bien. Super. Bonjour Denis, bonjour Stéphanie. On vous entend bien. Super Laurie, merci. Merci, merci. Il est 14h28. Nous avons prévu de démarrer cette web conférence à 14h30. On se donne encore 2 minutes pour que les autres participants puissent se connecter. En tout cas, on est très content aujourd'hui parce que cette web conférence va être animée par notre partenaire RNB Conseil et c'est Quentin qui sera l'animateur. Bonjour. Donc voilà, et puis une web conférence euh, toujours un peu dans le même esprit sur un format de là 1 heure questions-réponses comprises. Donc n'hésitez pas à poser toutes les questions. Euh, et ça sera Quentin qui sera aux manettes et dans une petite minute, on va pouvoir lancer la webconf. Alors avant de démarrer, je précise que vous recevrez un mail avec le support qui sera communiqué. Voilà, donc n'ayez crainte si jamais vous avez oublié quelque chose, vous retrouvez l'information dans le support. Il est 14h30, je vous propose de démarrer, les autres participants vont nous rejoindre. Ce que je vous propose pour démarrer, un petit message d'introduction très très court sur l'ADI. Ensuite, je laisserai Quentin prendre la main sur l'animation de la webconférence. Donc, je m'appelle Jean-Michel et j'introduis cette webconférence. S'assurer soi et son entreprise. Un petit message sur l'ADI, plus de 30 ans d'expérience. L'ADI, c'est l'Association pour le droit à l'initiative économique, pour ceux qui ne connaissent pas. Nous sommes une structure de financement et d'accompagnement à la création et au développement d'entreprises pour les personnes qui n'ont pas accès au crédit bancaire classique dans le cadre de la réalisation de leurs projets professionnels. Euh, L'ADI, 30 ans d'expérience, plus de 140 000 entreprises accompagnées et financées. Nous sommes présents sur l'ensemble du territoire national. Nous avons un réseau très étendu, France métropolitaine, départements et communautés d'outre-mer, 1300 bénévoles spécialistes de la petite entreprise. J'attire votre attention sur cette idée de petite entreprise. Ce n'est pas une question de statut juridique, parce que nous finançons et accompagnons les entreprises individuelles, les sociétés, SARL, URL, SASU, SAS. C'est plutôt une question de plan d'investissement qui est limité à 20 000 euros. Donc 1300 bénévoles, des spécialistes de la petite entreprise, 500 salariés pour vous accueillir et nous vous proposons du conseil, de l'accompagnement, de la formation, un financement et des solutions d'assurance, tout ça pour le succès de votre activité. Voilà, je ne monopolise plus la parole, je passe la main à Quentin du cabinet de conseil RB Partners. Quentin, c'est à vous. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Donc, je me présente rapidement. Je m'appelle Quentin. Donc, je suis consultant dans le secteur de l'assurance. Donc, aujourd'hui, le thème que je vous présente, c'est un thème que je connais plutôt bien. Donc, je vous propose de au sommaire directement. Les sujets qu'on va aborder aujourd'hui, donc c'est des sujets assez classiques, vous allez voir. Donc, il y a la santé, tout ce qui concerne la prévoyance au sens large, donc c'est l'incapacité, l'invalidité et le décès du chef d'entreprise. Il y a des thèmes qui peuvent paraître pas très joyeux, mais rassurez-vous, c'est pas très morbide. Il y a la retraite, il y a tout ce qui concerne l'assurance de l'entreprise en général et l'assurance chômage du chef d'entreprise. Donc, pourquoi on aborde ces sujets aujourd'hui? Parce que dans un récent sondage, la santé des chefs d'entreprise, la retraite et la protection de la famille, donc tout ce qui concerne la prévoyance, c'était les trois sujets à égalité principaux pour les créateurs d'entreprises. Donc, trois sujets d'intérêt et les trois sujets d'attention pour les créateurs d'entreprises. Donc, on essaye de répondre aujourd'hui à des questions qui pourraient venir sur ces thèmes. Et on a complété du coup avec l'assurance de l'entreprise, parce qu'il y a quand même des petites choses à savoir.
et l'assurance chômage, puisque malheureusement, ça peut concerner tout le monde. Donc, je commence tout de suite par la santé du chef d'entreprise. Alors, vous devez le savoir, si vous avez déjà créé votre entreprise, le RSI n'existe plus depuis le 1er janvier dernier. Rassurez-vous, vous êtes toujours assuré, vous êtes toujours protégé. Le RSI, du coup, toute la protection sociale qui concerne les indépendants a été confiée au régime général de la sécurité sociale. Donc, qu'est-ce que ça change concrètement pour vous? Si vous avez créé votre entreprise avant le 1er janvier 2019, vos interlocuteurs donc, qui étaient avant les interlocuteurs du RSI ne changent pas. Ils restent les mêmes jusqu'en 2020. Donc, 1er janvier 2020, jusqu'au 1er janvier 2020, on est dans une période transitoire. En 2020, du coup, vos interlocuteurs changeront, bien que ça peut rester les mêmes, et disons qu'ils ne seront plus affiliés à la même caisse, donc vous passerez aux caisses primaires d'assurance maladie, comme tous les Français, comme tous les salariés. Donc, vous appartiendrez au même régime et vous aurez les mêmes interlocuteurs. Si vous avez créé votre entreprise en 2019, donc si vous vous apprêtez à créer votre entreprise à partir du mois, quasiment le mois prochain, à partir de janvier 2019, si vous étiez salarié avant, rien ne va changer. Vous n'allez pas passer au régime transitoire, vous allez rester directement à la CEPAM. Et donc, la période transitoire pour vous n'aura pas vraiment d'impact. Enfin, vous ne serez pas dans la période transitoire. Si vous créez votre entreprise en 2019, mais que vous étiez déjà indépendant avant, et bien du coup, il faut vous rattacher au premier point, donc création d'entreprise avant 2019. Vous êtes dans la période transitoire et vos interlocuteurs, donc souvent vos interlocuteurs du RSI, qui au 1er janvier 2020 passeront à la CEPAM, tout simplement. Donc voilà pour les interlocuteurs. La fin du RSI, quelles conséquences concrètement ça peut avoir pour vous? Donc, si vous étiez déjà indépendant, vous n'avez aucune démarche à réaliser pour passer du RSI à la CEPAM. Tout se fait tout seul, automatiquement. Tout ce qui était les spécificités du RSI, donc le calcul des cotisations, les règles de calcul pour les prestations, tout ça ne change pas. Donc, en théorie, il n'y a pas de changement. Et bien sûr, le RSI avait des avantages, en tout cas des spécificités liées à votre statut d'indépendant, qui étaient par exemple le bilan de prévention, la prévention aux risques psychosociaux. Et donc tout ça reste, ça ne change pas. Même si vous passez au régime général, vous gardez ces spécificités pour vous. Donc j'ai fait un petit schéma en dessous pour résumer. Donc l'assurance maladie est donc confiée au CEPAM. Avant, vous aviez un seul interlocuteur, maintenant vous allez en avoir quelques-uns. Le recouvrement des cotisations est donc géré par les URSSAF. La retraite de base est gérée par les CARSAT. Donc les CARSAT, je l'ai noté parce que je ne connais pas l'acronyme par cœur, c'est la Caisse d'assurance retraite et santé au travail. Et dans les DOM, donc, vous avez une petite spécificité, l'ensemble de ces fonctions, donc la retraite, le recouvrement des cotisations et l'assurance maladie, est confié aux caisses générales de sécurité sociale, les CGS, les CGSS. Voilà concrètement les petits changements qui pourraient intervenir. Donc comme vous le voyez, les changements sont assez minimes, c'est une période de transition en douceur. Petit problème d'affichage, mais c'est pas grave. Alors ensuite, après le RSI, donc qui est on va dire le point central qui pourrait amener des questions et des préoccupations, j'ai voulu du coup revenir, ça va peut-être vous paraître simple, à la différence entre le régime général et la complémentaire, puisque tout le monde aujourd'hui quasiment a une complémentaire santé, mais beaucoup de monde ne sait pas ce que c'est et quelle est la différence entre la sécurité sociale et la complémentaire. Donc, la sécurité sociale, c'est quelque chose que vous avez, auquel vous avez le droit. C'est le régime obligatoire de l'assurance maladie. C'est fourni à tout le monde. Tout le monde y est affilié et tout le monde y a le droit. Voilà. Maintenant, la sécurité sociale ne rembourse pas tout. Malheureusement, vous avez déjà entendu le trou de la Sécu. La Sécu a autant d'argent dont il faudrait plus d'argent plutôt pour rembourser tout ce qu'il faut. Donc, pour bien se rembourser et pour bien s'assurer, les Français sont invités à souscrire une complémentaire santé. Aujourd'hui, 95% des Français ont une complémentaire santé. On verra juste après, pour les indépendants, c'est un petit peu moins. Donc, la complémentaire santé, elle complète le remboursement de la sécurité sociale. Donc, quand vous allez chez le médecin, vous êtes remboursé une partie par la sécurité sociale, une partie par la complémentaire santé. Alors ensuite, il y a des petites spécificités, j'ai du mal avec ça. Si vous êtes chef d'entreprise non salarié et que vous n'avez pas de salarié dans l'entreprise, cette complémentaire est facultative. Bon, on vous la recommande puisqu'on le verra après, les coûts de santé peuvent vite monter. Par contre, si vous êtes chef d'entreprise salarié,
ou si vous avez au moins un salarié dans votre entreprise, vous êtes obligé de mettre en place une complémentaire santé pour vos salariés. Sachant que si vous êtes salarié de votre entreprise mais que vous n'avez pas de salarié, c'est techniquement obligatoire, mais vous pouvez vous autodispenser. Donc, c'est une petite facilité. Mais si vous avez un salarié, alors un stagiaire, par exemple, ça ne compte pas, mais un alternant, ça compte comme un salarié, eh bien, vous devez souscrire un contrat collectif pour ces salariés, dont vous devrez payer au minimum 50% de la cotisation. Et ensuite, il y a des petites règles. Par exemple, si vous êtes rattaché à une branche professionnelle et que cette branche professionnelle a listé des prérequis à souscrire dans la complémentaire santé, vous serez obligé vous aussi d'y souscrire. Donc voilà, vous ne pouvez pas faire ce que vous voulez. Bon, je pense que ce cas ne concerne pas l'essentiel d'entre vous, mais voilà, il faut le savoir. Si un jour vous pensez à vous agrandir et à embaucher quelqu'un, la question de la complémentaire santé pour vos salariés va se poser. Ensuite, il y a la surcomplémentaire. La surcomplémentaire, on va l'évoquer rapidement. Quand vous prenez une complémentaire santé, vous pouvez par exemple prendre le premier prix, parce que vous n'avez pas forcément beaucoup d'argent à y consacrer. Mais par exemple, vous prenez le premier prix, donc qui rembourse correctement, mais pas non plus très très bien toutes les dépenses. Et par exemple, vous avez des lunettes, et vous vous dites, ah oui, mais je vais changer mes lunettes, donc il faudrait une surcomplémentaire à minimum sur les lunettes. Donc vous allez prendre une surcomplémentaire spécialisée pour les lunettes, pour compléter votre complémentaire. Donc ça, c'est totalement facultatif, totalement optionnel. Et même si vous avez des salariés dans votre entreprise, la surcomplémentaire, si le salarié l'a choisi, elle sera à sa charge. Vous n'avez rien à payer. Maintenant, pour la complémentaire santé, il faut savoir qu'il y a des aides aujourd'hui pour les personnes qui ont peu de moyens. Donc vous avez l'ACS, donc c'est l'aide à l'acquisition d'une complémentaire santé, qui concrètement, c'est un chèque qui permet de payer la complémentaire santé. Donc, il faut se renseigner si vous pensez être éligible. Et il y a la CMUC, donc c'est la couverture, j'ai un trou, couverture maladie universelle complémentaire, le C pour complémentaire. Donc c'est une prise en charge par le régime obligatoire, donc par la sécurité sociale, de toute la partie de la complémentaire. Contrairement à l'ACS qui vous permet de payer une partie, la CMUC vous paye toute la complémentaire. Concrètement, si vous allez chez le médecin, et bien, même sans complémentaire, du coup, vous avez la CMU, du coup, vous ne payez rien. Donc, du coup, je vous propose à la suite quelques petits exemples pour bien comprendre la différence entre sécurité sociale et complémentaire. Donc, on a pris deux exemples assez simples. La consultation chez son médecin généraliste, donc qui coûte 25 € si vous êtes conventionné secteur 1 et que c'est votre médecin habituel. Enfin voilà. Donc, la sécurité sociale rembourse 17 €, 16,5 €. Techniquement, elle rembourse 17,5 €, mais elle vous prend 1 € au titre d'une participation forfaitaire. Donc, 7 € là, vous ne le récupérerez jamais que vous ayez une complémentaire ou pas. Donc, la sécurité sociale rembourse 16,5 €. Donc, il reste 7,5 € pour combler les 25 €. Si vous avez une complémentaire, cette complémentaire paye ces 7,5 €. Si vous n'avez pas de complémentaire, ces 7,5 € sont à votre charge. Donc, on voit sur la consultation d'un médecin généraliste, la complémentaire peut s'avérer utile, mais pas forcément indispensable, puisque 7,5 €, c'est relativement peu. Mais si par exemple, on prend le cas des lunettes, la sécurité sociale rembourse 60% de 2,84 € pour une monture. Ça veut dire qu'elle rembourse 1,7 € pour une monture, sachant que le tarif moyen d'une monture est de 135 €. Ensuite, la sécurité sociale rembourse 60% de 2,29 € pour un verre. Alors là, on prend vraiment le verre simple. Si par exemple, vous avez une presbytie, le coût des verres est beaucoup plus important. Et le remboursement n'est pas le même. Il est légèrement au-dessus, mais ça va être 3 ou 4 €, donc c'est pas beaucoup plus. Donc la sécurité sociale rembourse 1,38 € par verre et par personne. Sachant que le tarif moyen pour un verre, c'est de 143 € pour les verres unifocaux à 433 € pour des verres progressifs. Donc là, on se rend compte très rapidement que l'investissement d'une complémentaire santé, on peut trouver à partir de 20 à 25 €, 30 € par mois, on va dire, pour les premiers choix. Donc, l'investissement dans une complémentaire santé peut s'avérer très utile. Alors, je vois qu'il y a déjà des petites questions. Je les garde pour la suite. On y répondra à la fin si vous voulez bien. Voilà. Et donc, il y a une chose à savoir aussi, c'est qu'il y a une réforme qui vient d'être votée. C'est le 100% santé, qu'on appelait avant le RAC 0, donc le reste à charge 0. Donc, c'est une mise en place progressive à partir du 1er janvier 2019 jusqu'en 2021. Donc, grâce au RAC 0, si vous avez une complémentaire, d'ici 2021, vous ne payerez rien, ni en optique, ni en audio, donc tout ce qui est prothèse auditive, ni en dentaire. Donc, bien sûr, il y a quelques
quelques petites nuances à cela, mais disons que toute maladie qui pourrait engendrer une consultation chez le dentiste, l'autoprothésiste ou le port d'une paire de lunettes, à partir de 2021, vous ne paierez rien sur ça. Sachant que du coup, pour les lunettes, normalement, ça devrait intervenir légèrement avant. Voilà, après, c'est un calendrier prévisionnel. En fonction des recettes de la Sécu, ça peut encore bouger. Donc, j'avais quelques chiffres sur le côté. Donc, je vous disais tout à l'heure que 95% des Français avaient une complémentaire. Donc, en fait, il faut savoir que pour les indépendants, c'est que 75%. Beaucoup d'indépendants renoncent à la complémentaire santé puisque ça a un coût. Comme on peut le voir en dessous, c'est entre 400 et 800 euros par an. Donc, ils renoncent à cette complémentaire, soit parce qu'ils se disent je ne suis jamais malade, soit parce qu'ils se disent je ne peux pas me le permettre. Donc voilà, c'est un risque à prendre, comme vous le voyez sur le côté. Et là, on parle de lunettes, donc quelque chose de optionnel, mais on peut faire, si on a la vue qui baisse, on peut faire ça en quelques mois. Mais si vous allez à l'hôpital, la facture peut vite monter en milliers d'euros, donc une complémentaire santé peut s'avérer très utile. Donc il y avait un autre chiffre aussi, c'est un indépendant sur deux n'est pas satisfait de sa complémentaire santé. Donc la complémentaire, on n'en est pas satisfait. Pourquoi? Alors, parce que soit elle nous semble trop chère, soit parce qu'elle rembourse mal, soit parce que, je ne sais pas, après, votre conseiller n'est jamais disponible. Donc pour ça, il faut bien choisir sa complémentaire. Donc je vais un peu répondre à la question, mais c'était prévu. Du coup, la complémentaire santé, vous avez le choix par exemple entre une mutuelle d'assurance, une assurance. Enfin, voilà, il y a différents organismes qu'on regroupe derrière le terme de complémentaire. Donc oui, les mutuelles sont une complémentaire. Par défaut, on appelle souvent ça complémentaire une mutuelle, mais ça n'en est pas forcément une. Pour vous donner rapidement un exemple, une mutuelle n'a pas d'actionnaires, les actionnaires sont les adhérents. Une assurance est une société privée avec des actionnaires. Je schématise rapidement, mais c'est grosso modo la différence. Donc voilà pour ça. En parlant de santé, quand on est indépendant, souvent, le conjoint peut travailler dans l'entreprise. Il y a du coup différents statuts pour le conjoint à prendre en compte. Il y a 3 grands statuts. Moi, je vais revenir surtout sur 2 statuts, donc le conjoint collaborateur et le conjoint salarié, puisque le dernier statut concerne peut-être les entreprises un peu plus grosses, donc ça nous concerne un peu moins, c'est le conjoint associé. Donc, un conjoint collaborateur ou un conjoint salarié, ça dépend de la forme juridique d'une entreprise. Un conjoint collaborateur, comme vous le voyez, on ne peut être conjoint collaborateur que si, du coup, vous avez créé un commerce, vous êtes artisan, vous êtes l'associé unique d'une EURL ou vous êtes le gérant associé d'une SARL de moins d'un salarié. Le conjoint salarié, ça fait toute forme juridique d'entreprise. Donc, a priori, c'est beaucoup plus vaste. Qu'est-ce qu'on appelle conjoint aussi, en fonction des 2 statuts? Pour être conjoint collaborateur, il faut être absolument marié ou pacsé. Alors que pour être conjoint salarié, un concubinage peut suffire. Ensuite, du coup, si on parle concrètement du statut, qui peut prétendre à ce statut? Donc, un conjoint collaborateur, il suffit, alors, soit votre conjoint ne travaille pas du tout, ou soit il a un emploi dans une autre entreprise, mais à moins de 50%. Donc, s'il a un emploi à temps plein dans une autre entreprise, il ne peut pas être conjoint collaborateur de votre entreprise. Alors, que le conjoint salarié, lui, est un conjoint que vous salariez dans votre entreprise. Donc, il n'a pas d'autre travail. Donc, soit à 50% ou à 100%. Donc, quels sont les avantages pour le conjoint? Le conjoint collaborateur a certains avantages, notamment la gratuité des prestations d'assurance maladie. Il bénéficie gratuitement des prestations de maternité des indépendants. Donc là, on est dans la période transitoire, bien sûr, à terme en 2020 avec le régime général. On appellera plus ça la prestation maternité des indépendants, mais on va dire c'est quelque chose que vous allez garder. Il peut constituer une retraite personnelle. Donc le sujet de la retraite, on y reviendra tout à l'heure, mais il y a différentes options pour préparer sa retraite. Il peut obtenir une pension pour invalidité. C'est-à-dire que, bon, on va revenir aussi sur l'invalidité derrière, mais en tout cas, s'il se blesse et qu'il ne peut plus travailler, eh bien, il est couvert et donc il aura un petit pécule tous les mois pour subvenir à ses besoins. Il peut de la même façon obtenir un capital d'essai, donc on y reviendra par la suite aussi. Et ce qui peut être intéressant, c'est qu'en tant que conjoint collaborateur, il peut effectuer pour vous, chef d'entreprise, quelques actes administratifs courants. Donc il y a les devis, tout ce qui est commande, facturation. Donc voilà, on parle vraiment des actes courants. Je pense qu'il ne pourra pas souscrire un prêt pour vous à la banque, mais en tout cas, voilà, tout ce qui est gestion courante de l'entreprise, il peut signer pour vous. Alors que le conjoint salarié, du coup, il est salarié de votre entreprise. Donc, il bénéficie de tous les avantages d'un salarié en entreprise. Donc, il a un congé maladie, maternité, il a la retraite.
Et il a tout ce qui est invalidité, incapacité et décès. Il peut bénéficier de l'assurance chômage. On y reviendra aussi par la suite, mais du coup, quand vous êtes indépendant, vous n'avez pas le droit au chômage, alors qu'un salarié peut avoir le droit au chômage. Et du coup, ce statut de conjoint salarié, c'est le statut qui offre le plus de sécurité à votre conjoint, puisque du coup, un salarié a beaucoup plus de sécurité aujourd'hui en termes de protection sociale qu'un indépendant. Donc voilà, après, il y a des inconvénients, bien sûr. Donc le conjoint collaborateur, vous ne devez pas le payer, vous ne devez lui verser aucun salaire. Parce que si vous lui versez un salaire, il devient conjoint salarié. Et du coup, le conjoint salarié, donc si vous versez un salaire à votre conjoint, mais ce sera valable aussi pour tout salarié que vous aurez dans votre entreprise, vous devrez payer des cotisations salariales et patronales sur le salaire du conjoint. Donc si vous avez été salarié un jour, vous savez du coup entre le salaire brut et le salaire net, il y a une petite différence. Ben, pour le patron, c'est la même chose entre ce qu'il verse à son salarié et ce qu'il paye vraiment, il y a une petite différence. Donc ça peut vite monter en termes de chiffres. Donc il y a une petite question, j'y reviendrai un peu par la suite. Donc le statut du conjoint associé, du coup on y reviendra par la suite dans les questions si vous avez des questions, mais a priori ça vous concerne moins parce que c'est des entreprises un peu plus grosses. Donc ensuite, après la santé, on va parler de ce qu'on appelle familièrement la prévoyance, donc c'est tout ce qui concerne l'incapacité, l'invalidité et le décès. Donc qu'est-ce que la prévoyance? Tout simplement parce que c'est pas un terme qui parle à tout le monde. Donc les garanties prévoyance protègent l'assuré ou ses proches contre les pertes de revenus entraînées par une maladie, un accident ou un décès. Quand on parle d'une maladie, par exemple, quand vous avez un arrêt maladie, donc en tant qu'indépendant, vous ne touchez quasiment rien. Alors, ça dépend du statut, mais en tout cas, la plupart ne touchent rien. Alors, par exemple, un salarié peut toucher une indemnité journalière qui compense sa maladie et sa perte de salaire. C'est la même chose pour un accident, que vous avez un arrêt maladie ou vous êtes en invalidité, donc vous ne pourrez plus jamais travailler. Vous touchez quelque chose quand vous êtes salarié. Quand vous êtes indépendant, vous ne touchez quasiment rien, voire rien. Et idem pour le décès. Donc on reviendra par la suite sur les exemples qu'on peut avoir. Du coup, pourquoi c'est important la prévoyance? Parce que quand on crée son entreprise, souvent, enfin, tout dépend du chef d'entreprise. Si en tant que chef d'entreprise, vous êtes en arrêt maladie pendant un mois, si malheureusement vous décédez, votre entreprise, que ce soit pour un arrêt maladie d'un mois ou un décès, elle risque dans les deux cas de fermer, puisque personne n'est là pour travailler à votre place, et donc voilà, vous perdez des clients, vous perdez des contrats, et vous avez quand même des charges à payer. Donc, quel est l'intérêt d'avoir une couverture en prévoyance? On vous couvre pour certains actes en fonction de la garantie que vous allez prendre. Et il ne faut pas avoir peur parce qu'on se dit une garantie d'essai, ben, ça va coûter très cher, etc. Et en fait, pas forcément. En fonction des assureurs, il y a des formules adaptées aux créateurs d'entreprise qui prennent en compte le fait que vous venez de créer votre entreprise, que vous n'avez pas forcément encore de revenus. Donc, ils font un tarif plus ou moins adapté qui réviseront par la suite lorsque votre entreprise marchera un peu mieux. Donc, on va dire que c'est un petit coup de pouce que certains assureurs peuvent faire aux créateurs d'entreprise. Et il ne faut pas forcément avoir peur, hein, comme je vous le dis sur le côté. À partir de 10 € par mois, on peut toucher une indemnité complémentaire de 30 € par jour en cas d'accident de travail. Donc, 10 € par mois, ça fait 120 € par an. Si vous êtes en arrêt de travail, en accident de travail 4 jours par an, on peut dire c'est remboursé. On ne se souhaite pas, mais en tout cas, 4 jours par an, c'est peu finalement. Donc, on se rend compte que ça peut être utile. Bien sûr, plus vous cotisez, plus vous allez toucher en même temps que plus votre indemnité complémentaire sera grande. Alors, du coup, quelques exemples de garanties qu'on peut souscrire en prévoyance. C'est par exemple l'assurance perte de revenus. L'assurance perte de revenus, vous êtes en invalidité ou en arrêt de travail. Vous ne pouvez pas travailler pendant quelques jours, pendant quelques semaines, pendant quelques mois, ça dépend. Et votre assureur, grâce à cette garantie, va vous garantir un revenu minimum. Donc, tout ce que vous n'aurez pas, tout ce que vous ne pourrez pas faire dans votre entreprise puisque vous ne travaillez pas. Si par exemple les mois précédents vous versiez environ, je ne sais pas, 1500 € par mois, quand on crée son entreprise, c'est pas tout de suite, mais ça peut arriver. Et bien votre assurance va compléter et va vous verser cette somme. Par exemple, il y a l'assurance frais généraux. Donc, si vous souscrivez cette assurance, votre assureur va payer toutes vos charges pendant votre arrêt maladie. Donc, comme vous n'avez pas de revenus, votre assureur va payer par exemple votre loyer, votre eau, votre électricité, des frais fixes qui sont liés à votre entreprise que vous payez tous les mois. Vous ne travaillez pas, donc vous n'avez aucun moyen de les payer. Donc, votre assureur, grâce à cette garantie, peut vous les payer. Ensuite, alors, il y a le capital d'essai du chef d'entreprise ou de son associé.
Donc ça, c'est donc si le chef d'entreprise meurt malheureusement, et bien sa famille peut toucher, donc dans le cas présent, c'est un capital. Donc en fonction de la somme que vous cotisez chaque mois, le capital sera plus important. Donc si vous décédez, donc votre famille va hériter de l'entreprise et va aussi toucher un capital. Le capital d'essai de l'associé peut avoir un intérêt si vous êtes associé à deux. Si votre associé malheureusement décède, ses héritiers vont hériter des parts dans l'entreprise, mais ils ne sont pas forcément en capacité de travailler avec vous. Donc cette garantie peut vous aider à racheter les parts de votre associé à ses héritiers pour que votre activité continue. Et ensuite, par exemple, il y a l'assurance homme-clé. Alors, c'est une petite nuance. L'assurance homme-clé, donc l'homme clé, c'est dans une entreprise, un homme clé, c'est un homme dont on ne peut pas se passer. Donc, c'est le dirigeant de l'entreprise ou une personne très importante, un directeur de l'entreprise. Lorsque vous grandirez un petit peu et que votre entreprise sera un peu plus grande, du coup, ben, l'assurance homme-clé c'est une assurance que vous souscrivez auprès de votre assureur qui peut vous permettre voilà, de compenser la maladie, le décès ou l'invalidité de votre homme clé. Donc, de la même façon, c'est une assurance qui vient, dans certains cas, on peut parfois vous proposer des remplaçants sur une période très courte, c'est assez rare et c'est généralement très cher, ou en tout cas, on peut vous proposer une indemnité du coup qui est versée quotidiennement, c'est-à-dire une indemnité quotidienne pour payer, pour compenser l'absence de cet homme clé. Et donc, un deuxième chiffre clé, donc 692 euros par mois, c'est le montant moyen versé par le RSI en 2016 pour une pension d'invalidité. Donc, c'est-à-dire que si vous avez un accident, vous êtes invalide, donc sans doute vous ne pourrez plus jamais travailler. Le régime, alors à l'époque c'était le RSI, donc maintenant ça sera le régime général, vous donnez 692 euros par mois. Donc c'est pour ça qu'on se rend compte qu'une complémentaire peut être très utile parce que 692 euros par mois, pour vivre, c'est très compliqué. Donc, avec une complémentaire, si vous avez une invalidité, vous avez les 692 euros par mois du régime général, donc de la sécurité sociale, et vous avez en plus, en fonction de votre cotisation, un montant. Donc, si par exemple, on prend l'exemple juste au-dessus, on avait pour 10 euros par mois, on avait 30 euros par jour, donc ça fait 300 euros par mois grossièrement. Donc, si vous souscrivez une assurance invalidité à 10 euros par mois, et ben, au final, vous toucherez 992 euros par mois, ce qui est déjà mieux. C'est peu, mais c'est déjà mieux. Donc, voilà pour la prévoyance. Assurance homme-clé, valable aussi pour les femmes, tout à fait. Oui, alors c'est vrai que le terme est homme-clé souvent, mais c'est vrai qu'on peut être beaucoup plus inclusif. Vous avez raison. Alors je vous propose de passer maintenant au sujet de la retraite. Oui, la question juste au-dessus, j'y reviendrai plutôt à la suite, parce que c'est un peu plus complet. Donc la retraite, c'est un sujet donc c'est parmi les trois préoccupations principales des indépendants. Donc, comment ça se passe aujourd'hui, le sujet de la retraite? Donc, en tant qu'indépendant, vous toucherez entre 25 et 40% de votre revenu moyen des 25 meilleures années dans le cadre de la retraite obligatoire. Alors, ça peut vous sembler peu comparé à un salarié, mais il faut savoir que vous cotisez légèrement moins aussi. Donc, au final, je pense que ça va être globalement équivalent. Donc, pour cotiser à la retraite obligatoire, il faut valider des trimestres. Donc, ça, c'est pareil que pour un salarié. Et pour valider un trimestre, il faut déclarer un chiffre d'affaires annuel minimum. On a un exemple, la slide suivante, je vous proposerai de le voir juste après. On a trois exemples principaux pour préparer sa retraite. Donc, du coup, je n'ai pas dit la phrase qui est en gras, mais qui est très importante. Comme vous ne toucherez que 25 à 40% de vos revenus annuels moyens, vous avez donc tout intérêt à épargner au fur et à mesure, parce que si vous attendez la retraite en espérant toucher beaucoup, mais malheureusement, ça ne sera pas le cas. Donc, la retraite, quand on est indépendant, se prépare dès aujourd'hui. Dès que vous aurez des revenus grâce à votre entreprise qui vous permettront d'économiser, vous aurez tout intérêt à le faire. Donc, parmi les trois solutions possibles, il y a l'assurance vie, le contrat Madelin et le plan d'épargne retraite populaire qu'on appelle généralement le PERC. Donc, alors là, on va rentrer dans quelques calculs pour savoir quoi choisir. Qu'est-ce qui est le plus intéressant pour vous? Alors, c'est un petit calcul. On y reviendra peut-être dans les questions s'il faut faire un exemple plus concret. Donc, il faut calculer son taux marginal d'imposition, qu'on appelle aussi le TMI, de son foyer aujourd'hui et l'estimer au jour de sa retraite. Puisque, on espère pour vous, votre revenu aujourd'hui ne sera pas le même que celui un peu avant votre retraite et on espère qu'il sera croissant. Donc, l'estimer au jour de la retraite permet d'avoir une vision plus précise aussi de ce que vous pourrez toucher pour votre retraite, puisqu'on parle des 25 meilleures années. Donc, les 25 meilleures années, quand on pense à retraite à 60, 65 ans, ben, commence pas tout de suite. Donc, il faut
il faut avoir un peu de recul. Donc, pour calculer le TMI, vous prenez votre revenu net imposable et vous le divisez par le nombre de parts de votre foyer fiscal. Donc, vous obtenez un chiffre. Je vais vous prendre un petit exemple rapide. Je ne sais pas, donc Paul gagne 25 000 euros, il est célibataire, il n'a pas d'enfant, il gagne 25 000 euros net par an. Donc, son nombre de parts fiscales est de 1, puisqu'il est célibataire et qu'il n'a pas d'enfant. Donc, vous divisez 25 000 par 1, vous obtenez 25 000. Et donc, si vous cliquez sur le petit lien, donc vous aurez le lien, vous pourrez le cliquer dessus lorsqu'on vous enverra le support, mais en tout cas, c'est le site des finances publiques. Lorsque vous cliquez sur le lien, donc vous voyez que 25 000 euros correspond à un pourcentage de 14 ou 16 %, je ne l'ai plus en tête. Et donc, si on suit la règle que je décris juste en dessous, si le TMI est supérieur à 30 %, il faut opter pour un contrat Madelin. Donc là, le TMI serait de 14 ou 16 %, donc il est inférieur à 30 %. Donc, a priori, le contrat Madelin n'a pas beaucoup d'intérêt pour vous. Sachant que du coup, je vous le dis tout de suite, si vous êtes auto-entrepreneur, donc c'est un régime encore à part, le contrat Madelin n'a pas grand intérêt pour vous, parce que l'intérêt du contrat Madelin, c'est de défiscaliser les cotisations que vous allez verser. Donc, si vous êtes auto-entrepreneur, vous ne pouvez pas défiscaliser. Du coup, le contrat Madelin n'a pas grand intérêt comparé à une assurance vie ou un PERP. Donc voilà, ça c'est dit. Et ensuite, il faut prendre aussi, du coup, pour choisir sa retraite, il faut prendre aussi en compte l'espérance de vie pour choisir entre la rente ou le capital. Je vous donne l'exemple rapidement. Si votre assurance vie a un capital de 20 000 euros ou une rente de 1 000 euros, jusqu'à, du coup, la rente, c'est jusqu'à votre décès. Si votre espérance de vie à la retraite est de 20 ans, ben, du coup, la rente et le capital, ça fera 20 000 ou 20 fois 1 000 euros tous les ans, ça revient au même. Si par contre, votre espérance de vie est de 30 ans, et bien, en prenant une rente à 30 ans fois 1 000 euros, vous toucherez 30 000 euros, donc vous toucherez plus que le capital. Donc, malheureusement, personne ne peut savoir quand il va décéder, mais en fonction du métier que vous avez exercé par la suite, votre espérance de vie est plus ou moins importante. Si vous avez un métier difficile dans la métallurgie, votre espérance de vie sera forcément moindre que si vous avez exercé un métier de bureau. Donc voilà, c'est des petites choses à prendre en compte. Après, voilà, il y a des gens qui préfèrent toucher le capital tout de suite et il y a des gens qui préfèrent se dire je vais en avoir un petit peu tous les ans, comme ça me permet de ne pas tout dépenser d'un coup et de subvenir à mes besoins jusqu'à la fin. Donc voilà, alors, et pour le PERP, donc le plan d'épargne retraite populaire, il faut savoir que c'est un cas un petit peu à part, mais dans la plupart des cas, le déblocage du PERP se fait le jour de votre retraite. Donc vous avez cotisé jusqu'à votre retraite et le jour de votre retraite, vous débloquez votre PERP et vous touchez 20% de la somme totale en forme de capital et 80% sous forme de rente. C'est un petit jeu qui est fait comme ça, sachant qu'après, il y a des moyens de débloquer son PERP. C'est comme, par exemple, si vous achetez votre résidence principale, etc. Ça peut être des raisons de débloquer votre PERP avant la retraite. En général, l'intérêt, c'est de le garder jusqu'à la retraite. Parce que plus il sera là depuis longtemps, plus vous toucherez à la fin. Donc voilà pour la retraite. Donc, si on devait retenir quelque chose, a priori, pour vous, le plus avantageux, c'est soit l'assurance vie, soit le plan d'épargne retraite populaire. Le contrat Madelin, quand vous serez des créateurs d'entreprise, enfin, vous serez des dirigeants d'entreprise, d'une grosse entreprise, ça pourrait être intéressant. En tout cas, aujourd'hui, pour un créateur d'entreprise, ce n'est pas forcément la solution idéale. Voilà pour la retraite. Donc, je vous disais tout à l'heure que pour cotiser à la retraite obligatoire, il fallait cotiser, donc chaque trimestre, cotiser des trimestres pour atteindre la retraite obligatoire. Donc, par exemple, pour un micro-entrepreneur ou un auto-entrepreneur, vous avez un tableau ici qui présente le CA minimum à réaliser pour valider un trimestre. Donc, par exemple, si vous êtes auto-entrepreneur dans l'achat, la revente, la donnée à emporter ou la consommer sur place ou l'hébergement, par exemple, si vous créez une activité de bouche et que vous êtes en auto-entrepreneur, pour cotiser un trimestre, il faudra déclarer un chiffre d'affaires minimum de 3 510 euros. Donc, sur un an, il faudrait, par exemple, déclarer un chiffre d'affaires de 20 195 euros. Voilà. Ça, je vous laisserai le consulter en détail lorsqu'on vous enverra le support. C'était à titre d'exemple. Donc, après la retraite, on va parler de quelque chose qui concerne peut-être plus directement, donc l'assurance de son entreprise, parce que la retraite, ça nous semble un peu loin, mais comme vous l'avez vu, il faut la préparer tout de suite. Donc, l'assurance de son entreprise. Donc, je vais commencer par quelques généralités, puisque généralement, on a beaucoup d'a priori sur l'assurance où on connaît mal. Donc, j'ai listé quelques erreurs à ne pas commettre. Donc, quand on crée son entreprise, en tant qu'entrepreneur en général,
notre entreprise va souscrire un certain nombre d'assurances. Certaines sont obligatoires, certaines sont recommandées, certaines sont clairement facultatives. Donc, comment s'y retrouver entre les différentes offres des assureurs? Donc là, vous avez un petit site, je vous inviterai à cliquer dessus, qui, en fonction du secteur d'activité dans lequel vous êtes, vous renseignez juste votre secteur d'activité et il va vous proposer 3 catégories. Donc, la catégorie vivement utile, pourquoi pas, et la catégorie on peut s'en passer. Ce n'est pas les intitulés exacts, mais c'est grosso modo l'idée. Donc, en fonction de ça, vous avez une première idée des assurances dont vous avez besoin et vous pouvez aller ensuite voir votre assureur en disant bah, a priori, j'ai besoin de ça. Et si votre assureur vous propose quelque chose et ce site vous dit que c'est a priori peu nécessaire, vous pouvez interroger votre assureur en lui demandant mais est-ce que c'est vraiment nécessaire? Comme ça, voilà, vous avez plus de billes pour l'interroger et vous n'êtes pas désemparé face à votre assureur va vous présenter une liste de toutes les garanties possibles à souscrire et puis il va vous dire ça c'est important, ça c'est important, ça c'est important. Et là, vous avez des billes et vous serez en capacité de dire oui, bon, ça peut-être pas, ça oui. Donc voilà, ça vous permettra d'être un peu plus critique à la présentation de votre assureur. Et ensuite, alors une erreur à ne pas connaître, c'est quand on crée son entreprise, souvent on n'a pas de local, on n'a pas de bureau, on travaille de chez soi. Et du coup, l'erreur qu'on commet souvent, c'est qu'on ne déclare pas à son assureur de l'habitation dans laquelle on vit, l'assureur de votre logement, que ce soit un appartement ou une maison, vous ne lui signalez pas que vous travaillez aussi dedans. Et ben malheureusement, oui, il faut le signaler puisque votre assurance risque d'être revalorisée. Parce que si par exemple vous achetez un ordinateur à usage professionnel, que vous travaillez chez vous et que vous avez un incendie chez vous, tous vos biens personnels seront couverts par votre assurance personnelle, mais votre ordinateur à usage professionnel ne sera pas couvert. Donc, une solution toute simple, hein, c'est d'aller voir votre assureur habitation et lui dire alors, je travaille chez moi, est-ce que je pourrais étendre les garanties de mon contrat? En général, ça coûte légèrement plus cher. Surtout si c'est pour un ordinateur, le coût sera vraiment faible. Par contre, si vous avez des outils que vous travaillez dans votre garage, je vous recommande vivement d'aller voir votre assureur puisque le coût des outils peut être très important et que vous ne serez pas couvert pour ces outils. Et alors, une autre solution, si on ne veut pas étendre sa garantie habitation classique, on peut souscrire une assurance MRP, donc c'est multi-risque professionnel sans local. Donc la MRP, on y reviendra par la suite, puisqu'on a une slide dédiée à la MRP, puisque c'est un sujet important. Ensuite, donc, une erreur à ne pas commettre, c'est d'aller voir son assureur habituel et de prendre le premier contrat qu'il vous propose. Un contrat d'assurance se compare toujours, que ce soit pour l'assurance de son entreprise, son assurance santé ou son assurance prévoyance. Tous les contrats se comparent. Il faut faire plusieurs devis pour comparer les offres, voir les garanties qu'il y a derrière, les exclusions éventuellement. Donc, il ne faut pas forcément se contenter de son assureur habituel. Il faut peut-être aller voir un assureur spécialisé dans les créateurs d'entreprises ou dans les entreprises en général, puisque votre assureur habitation n'est pas forcément un expert du secteur de l'entrepreneuriat. Donc voilà, faites des devis. Et n'hésitez pas à chercher les offres promotionnelles. Assez souvent, il y a 3 mois gratuits, ou il y a 50% les 6 premiers mois. Enfin, voilà, il y a des offres promotionnelles, donc ça peut être aussi l'occasion d'aller souscrire une assurance que vous n'auriez pas fait à premier abord parce qu'elle était trop chère. Et donc là, vous vous dites, bah, il y a une promotion, c'est aussi l'occasion de la tester, et puis après, bah, vous verrez bien si ça vous convient. Et donc ensuite, quels que soient les contrats d'assurance souscrits, donc même avant de le souscrire, donc au niveau des devis, il faut bien vérifier les risques couverts, puisque alors, entre deux contrats d'assurance, par exemple pour votre ordinateur professionnel, vous avez beau vous dire c'est un contrat pour un ordinateur professionnel, les contrats ne vont pas assurer la même chose. Peut-être qu'un contrat va avoir une franchise, par exemple, il va vous dire pour tout ordinateur endommagé, vous avez une franchise de 300 euros. Donc la franchise, c'est ce que vous allez payer même si votre ordinateur est assuré. Alors que l'autre contrat n'aura pas de franchise ou une franchise moindre. Alors peut-être que le contrat a une franchise de 300 euros, mais qu'il est à 20 euros par mois, alors que le contrat 2 n'a pas de franchise, mais il est à 25 euros par mois. Donc là, je vous laisse faire le calcul avec les probabilités de risque. En tout cas, il faut peut-être mieux payer un peu plus cher tous les mois, mais ne pas avoir de franchise. Donc là, voilà, c'est une question à se poser lorsqu'on consulte ces devis. Donc les garanties en option, donc ça c'est tout ce qui est optionnel. En général, vous avez le contrat socle, le contrat de base, et puis vous avez plein de petites options. Alors du coup, peut-être que dans un autre contrat, les options, pas certaines, seront incluses. Peut-être que ça sera peut-être un peu plus cher sur le papier, mais au final, peut-être qu'il sera moins cher parce que les options sont incluses. Et après les exclusions, ben, les exclusions, c'est en général, c'est les petits caractères en bas du contrat qui disent que si il arrive X, et ben, le X, ben, justement, cette condition fait que vous ne serez pas remboursé. Alors, je vais prendre un exemple qui n'est pas représentatif, mais par exemple, si l'exclusion dit que votre ordinateur n'est pas remboursé
si votre installation électrique a plus de 20 ans, et bien, si vous arrivez à un problème avec votre ordinateur et que votre assureur vient chez vous vérifier votre installation électrique et qu'elle a plus de 20 ans, et bien, vous ne serez pas remboursé. Donc voilà, c'est un petit exemple à prendre en compte. Et les installations électriques sont souvent vieilles, donc c'est quelque chose, un court-circuit, quelque chose, ça peut arriver rapidement. Donc voilà, et le montant des franchises, donc j'en parlais juste avant. Donc ça, c'est les généralités. Maintenant, on va rentrer dans deux assurances clés. Donc c'est la multirisque professionnelle et la responsabilité civile professionnelle. Donc je commence par la RC Pro. Donc c'est comme ça qu'on l'appelle en général. Donc, qu'est-ce que la RC Pro? Donc pour tous vos agissements en tant que chef d'entreprise ou à l'inverse par votre inaction. Donc, si vous avez laissé faire quelque chose, votre responsabilité de chef d'entreprise peut être mise en cause. Et donc, puisque vous êtes le chef d'entreprise et que votre entreprise n'est pas forcément solvable, eh bien, on peut aller chercher on peut aller sur vos comptes en banque personnels, saisir de l'argent pour payer un dédommagement ou rembourser un préjudice. Donc, on se rend compte que ça peut être très important de prendre une responsabilité civile professionnelle. Et sur le même principe, si vous êtes marié et vous êtes le chef d'entreprise, vous commettez une faute, qu'elle soit volontaire ou non, si vous n'êtes pas solvable, eh bien, vous êtes marié, vous êtes en régime de communauté, donc vos comptes, les comptes de votre conjoint et vos comptes sont les mêmes. Donc on peut aller saisir l'argent sur les comptes de votre conjoint. Donc a priori, il est très important de se couvrir pour tout préjudice causé à sa société ou à un tiers. Donc quels sont les avantages de la RC Pro? Donc la RC Pro va vous permettre d'assurer votre défense sans que cela pèse sur votre patrimoine. On ne touchera pas à vos comptes personnels, que ce soit les vôtres ou ceux de vos conjoints si vous êtes en régime de communauté. Elle couvre les dommages d'intérêt que vous serez condamné éventuellement à payer et les frais de dépenses civiles et pénales, éventuellement les frais d'avocat, les frais de justice. Selon le contrat souscrit, vous pouvez bénéficier d'une assistance juridique par votre assureur. Donc, voilà, l'assurance juridique, on y reviendra après, c'est souvent dans la multirisque professionnelle. Il faut aussi avoir un accompagnement psychologique et une aide à la réhabilitation de l'image de marque de votre entreprise. Parce que, on le verra par la suite, mais si par exemple il vous arrive un gros problème et que votre entreprise, le nom de votre entreprise est cité dans la presse, eh bien, l'image de votre entreprise peut être durablement entachée. Donc, par contre, la RC Pro, elle ne couvre pas les dommages causés suite à une faute intentionnelle et les pénalités fiscales. Voilà. Les fautes intentionnelles, donc c'est toutes les fautes que vous avez laissées se produire, et les pénalités fiscales, donc c'est si vous ne déclarez pas vos impôts ou si vous tentez une fraude fiscale, et bien dans ce cas, vous ne serez pas couvert par la RC Pro. Donc, on vous a mis un petit exemple pour bien comprendre l'avantage de la RC Pro. Quel est l'intérêt d'avoir une RC Pro? Donc, on a pris l'exemple d'un réparateur de vélo. Vous avez un client vous confie son vélo, il par exemple souhaite remettre, je ne sais pas, le guidon ou la selle, vous avez changé tout ça, mais vous avez mal resserré une vis. Votre client repart, quelques semaines plus tard ou quelques jours après, peu importe, le guidon tombe, pendant qu'il faisait du vélo, il se casse les deux bras. C'est vraiment l'exemple où vous n'avez pas de chance. Donc son assurance va d'abord rembourser ses frais médicaux, mais après elle va chercher pourquoi il s'est cassé les deux bras. Puis là, elle va voir que son vélo, en fait, il a mal été réparé. Donc, l'assurance de votre client va se retourner contre vous pour que non seulement vous payiez tous les frais médicaux de votre client, que vous payiez ses indemnités journalières. Alors, dans le cas où il se casse les deux bras, il ne va pas travailler pendant au moins 6 mois, donc ça peut aller très vite. Et votre client peut lui aussi se retourner contre vous pour vous demander des dommages et intérêts. Donc, très rapidement, ça peut monter en plusieurs dizaines de milliers d'euros. Donc, l'intérêt d'une RC Pro pour une vis oubliée ou pour une vis mal serrée, ben, on se rend compte qu'elle peut être très utile. Donc voilà pour la RC Pro. Maintenant, on va parler de la multirisque professionnelle, donc qui est une autre assurance, on va dire, quasiment indispensable. Elle concerne toutes les entreprises, qu'importe leur taille et leur activité. Elle n'est pas obligatoire, mais globalement, elle est indispensable, elle est incontournable. La multirisque professionnelle, c'est une assurance à tiroir. On met un peu tout ce qu'on veut dedans. Chaque assureur c'est une liste, on ne peut pas dire des options, mais en tout cas, il y a une liste de garanties. On peut en compter une quinzaine de différentes minimums que votre assureur va vous proposer. Et en fonction de votre besoin, vous pouvez en avoir besoin. Je vous renvoie du coup au comparateur que je vous ai mis au début. Le comparateur au début va vous lister toutes les assurances possibles et imaginables. Et donc, il va vous aider à choisir lesquelles sont indispensables pour vous. Donc, l'AMRP, alors il y a une chose où l'AMRP peut être obligatoire si vous avez une activité de bâtiment, vous avez une garantie décennale qui est obligatoire dans le cas de l'AMRP, mais sinon l'AMRP est surtout, on va dire, vivement recommandée.
Donc, je vous ai listé quelques exemples de garanties qu'il peut y avoir dans la MRP. Donc, c'est par exemple une garantie perte d'exploitation, responsabilité civile, donc on en a parlé juste avant, ou protection juridique, on en a parlé également juste avant. Protection des locaux et des biens professionnels, donc si vous arrive un incendie dans votre entreprise, un dégât des eaux, un événement climatique ou un vol, et du coup la responsabilité civile professionnelle que j'ai mise 2 fois. Faut bien insister, c'est très important, je m'en ai pas rendu compte. Alors, je vous ai mis 2 petits exemples sur le côté. Alors du coup, bon, le schéma est dessus, mais c'est pas grave. Donc si vous êtes fleuriste, à la suite d'un incendie de votre commerce, votre local est endommagé et votre boutique doit fermer pendant plusieurs mois. Avec une garantie de perte d'exploitation, vous maintenez votre chiffre d'affaires et vos charges fixes sont prises en charge par votre assureur. Donc c'est un moindre mal, on va dire. Vous ne pouvez pas travailler, mais en tout cas, votre assureur prend en charge les charges fixes et vous verse un complément de salaire. Ou un deuxième exemple, vous êtes boulanger, alors votre chambre de fermentation tombe en panne, vous devez donc détruire tout ce qu'elle contenait. Donc par exemple, vous avez travaillé toute une nuit et donc le matin, tout ce que vous avez prévu de mettre au four doit aller à la poubelle. Et bien, du coup, avec une garantie, alors c'est une garantie très spécifique à la boulangerie, perte de marchandises sous température, cette garantie va vous permettre de vous faire rembourser par votre assureur de toute la perte occasionnée par cette panne de frigo. Donc, par exemple, si ce frigo était plein et que vous aviez l'équivalent de 100 baguettes et 10 pâtisseries, ben, votre assureur va vous rembourser l'équivalent de 100 baguettes et 10 pâtisseries. Donc voilà, on va dire, c'est 2 exemples peut-être assez concrets ou peut-être assez abstraits si vous n'êtes pas boulanger. Mais en tout cas, vous voyez que dans la MRP, il peut y avoir des assurances très spécifiques, donc il faut bien se renseigner et il faut bien dire à son assureur le cadre de son métier et tout ce qu'on peut avoir de chez soi qui peut justifier une assurance spécifique. Et donc, comme je vous le disais tout à l'heure, la MRP, c'est une assurance qui a souvent un socle avec plusieurs garanties en option, donc il faut bien étudier ses besoins et souscrire ce qui est réellement nécessaire. Et de nombreux assureurs proposent des formules adaptées aux TPE ou créateurs d'entreprise. Il faut bien leur demander une formule adaptée, parce que forcément, quand on est une TPE ou créateur d'entreprise, le besoin n'est pas forcément le même que quand on a une PME. Donc voilà, il faut bien dire à son assureur de ce dont on a besoin pour qu'il vous conseille au mieux et au plus juste avec ce dont vous avez besoin. Et ensuite, du coup, une assurance et réputation, donc c'est un petit peu des nouvelles offres que les assureurs mettent en place, c'est un peu à la mode. Qu'est-ce que c'est l'assurance et réputation? Donc, vous devez le savoir, Internet et les réseaux sociaux favorisent la prise de parole. Donc, en tant que chef d'entreprise ou votre entreprise ou vous-même, vous pouvez subir des commentaires négatifs ou de la diffamation en ligne. Donc, la plupart des assureurs aujourd'hui proposent des garanties pour protéger votre libre réputation et celle de votre entreprise. Donc, bon, alors on a mis quelques exemples ensuite pour rappeler, on va dire, des bons usages sur la e-réputation. C'est des choses que vous devez savoir, mais en tout cas, des choses qui peuvent être utiles. Donc, il faut bien protéger ses comptes et changer régulièrement son mot de passe. Il faut limiter la présence de données personnelles sur Internet. Il faut agir vite. Alors, quand votre entreprise est diffamée, en tout cas, si vous estimez que vous êtes diffamé et que vous souhaitez un droit de réponse, eh bien, vous avez 3 mois pour réagir, pour exiger un droit de réponse. Donc, il faut être assez rapide. Et bien sûr, il ne faut pas confondre un droit de réponse. Donc, un droit de réponse, c'est quelque chose que vous obtenez grâce à la justice. Et une escalade haineuse. Ce que j'ai appelé une escalade haineuse, c'est qu'il ne faut pas vous engager vous-même à répondre. Puisque, par exemple, sur les réseaux sociaux, le ton peut très vite monter. Ça peut être en votre défaveur. Donc, votre assureur peut vous proposer une protection juridique adaptée spécifique à la e-réputation qui permet d'obtenir une information juridique, la recherche d'une solution amiable et la prise en charge des frais d'avocat pour la procédure pénale, par exemple. Donc, en chiffres sur le côté, on voyait que un tiers des plaintes reçues par la CNIL ont été déposées par des personnes souhaitant défendre leur e-réputation. Donc, on n'a pas le détail que ce soit des entrepreneurs ou des individus en tant que tels. En tout cas, voilà, vous savez que c'est quelque chose qui concerne beaucoup de personnes, donc ça peut être très important. Et aujourd'hui, on voit sur les réseaux sociaux, l'image d'une entreprise peut très vite changer et peut très vite. Voilà, il suffit d'une mauvaise réponse et la machine, vous mettez un jeton dans la machine et c'est l'emballement. Donc, on vous a mis 2 petits exemples sur le côté. Donc, un site en ligne publie une critique diffamatoire de l'un de vos produits. En tout cas, vous estimez que c'est diffamatoire. Donc, votre assureur peut vous aider à demander un droit de réponse qui sera publié sur le site en question. Donc, ça passera certainement d'abord par une demande amiable ou par une demande pénale. Ou alors, vous avez sur les réseaux sociaux, vos réseaux sociaux, vous avez une activité totalement en ligne. Vous vous servez de Facebook et Instagram pour vendre vos produits. Et là, vous vous rendez compte qu'on pirate votre compte Instagram et qu'à la place de vos photos de vos produits qui étaient super jolies, qui avaient plein de likes, quelqu'un poste des messages haineux, supprime tout
Et du coup, vous ne pouvez plus rien faire et tous les gens vous perdez des clients, vous avez des clients qui renoncent à leurs commandes. Et donc, vous perdez des gros contrats. Donc là, de la même façon, votre assureur peut vous aider dans le cadre de cette assurance spécifique à vous protéger, à essayer d'entamer des procédures pour récupérer vos identifiants, comme on le voyait tout à l'heure, à faire une campagne de réhabilitation de votre marque. Enfin, voilà, c'est des choses qui se font aujourd'hui. Tous les assureurs ne le font pas, mais c'est des choses qui sont possibles et qu'il faut envisager. Là, si vous avez une activité qui repose sur essentiellement, on va dire, les réseaux sociaux et un usage Internet, ça peut être utile de souscrire cette garantie. Et du coup, pour conclure, avant la séance de questions, l'assurance chômage. Donc, malheureusement, voilà, le chômage peut vous concerner aussi en tant que créateur d'entreprise. Plus de 50 000 entrepreneurs ont perdu leur emploi. Donc, c'est 50 000 entrepreneurs qui n'ont pas touché le chômage, puisque quand vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas le droit au chômage et vous n'êtes pas pris en charge par l'emploi. Et malheureusement, du coup, comme vous le savez, les premières années d'une entreprise sont les plus difficiles. Donc, le risque de dépôt de bilan est important. On ne va pas plomber l'ambiance, mais voilà, il faut le savoir. Voilà, vous avez le chiffre sur le côté. 10% des dirigeants d'entreprise ont connu une période de chômage. Donc, vous voyez que finalement, ça concerne pas mal de monde. Et 83% des dirigeants qui ont été au chômage n'ont pas touché d'indemnité. Ça veut dire que seulement 17% d'entre eux ont souscrit une assurance chômage. Puisque, comme je viens de vous le dire, vous n'avez pas d'assurance chômage via le Pôle emploi. Donc, contrairement à un salarié, vous êtes tout seul si vous ne souscrivez pas une assurance chômage. Donc, plusieurs organismes proposent une assurance garantissant un revenu en cas de chèque. Donc, en fonction du montant de votre cotisation, il est possible d'être couvert à hauteur de entre 50 et 100% de ses revenus. C'est-à-dire que plus vous allez cotiser beaucoup, plus votre assurance chômage vous payera 100% de votre revenu. Et pareil, en fonction du montant de votre cotisation, vous aurez une assurance chômage sur 12, 18, 24 mois ou plus. Donc, on en a cité quelques-unes. On a l'APPI, donc c'est l'Association pour la protection des patrons indépendants. La garantie sociale des chefs d'entreprise, qui est elle aussi une association et qui, à ma connaissance, est du coup vendue par plusieurs assureurs. Plusieurs assureurs peuvent vous proposer leur garantie assurance chômage, qui est en fait celle de la GSC. Donc, ça ne change rien, en tout cas le prix serait identique. C'est juste, voilà, la GSC a des réseaux de distribution plus vastes. Et ensuite, vous avez donc, ces deux associations et vous avez aussi des organismes privés. Donc, on a cité quelques-uns. C'est pas, on va dire, c'est pas une préférence pour ceux-ci. On a cité voilà ceux qu'on connaissait et qui étaient représentatifs de cette assurance. Donc, c'est April, par exemple, AXA et Soliazar. Donc, en plus du choix de la couverture, il peut être intéressé de regarder les services proposés, puisque par exemple, certains assureurs vont vous proposer une aide, un service de réinsertion. Donc, en plus de toucher votre indemnité chômage, votre assureur va vous aider à retrouver du travail. Donc, ça peut être très utile. Donc, comme on vous le disait tout à l'heure, il faut bien comparer les offres. Parce que, par exemple, pour le même montant de la cotisation, peut-être qu'un assureur va vous aider à vous réinsérer, donc ça peut être plus avantageux pour vous. Et du coup, voilà, j'ai juste rajouté du coup un exemple. Alors, je ne sais plus chez qui, je crois que c'est chez GSC. Vous avez une formule créateur. Donc, encore une fois, ce n'est pas une indication à aller chez eux, mais c'est un exemple. La formule créateur chez GSC, donc c'est pour les créateurs d'entreprise donc, qui déclarent 0 € de revenus annuels, avec une cotisation de 39 € par mois, donc ça fait un peu moins de 500 € par an. Vous avez une indemnité annuelle de 5 784 €. C'est mieux que rien. Voilà, ça peut être intéressant de souscrire cette assurance. Donc, voilà pour le chômage. Et donc, j'ai fait le tour de la présentation, donc je vous propose de poser des questions. Donc, je vais déjà remonter le chat parce que j'en ai vu quelques-unes. Je vais les noter. Oui. Alors, attendez, je remonte le chat. C'est écrit assez petit. Alors, oui, la question sur la complémentaire, qui pouvait être une mutuelle ou une assurance ou une mutuelle d'assurance, on y a déjà répondu. L'homme clé peut être, oui, une personne clé, ça on a répondu. Alors, on avait la question sur la différence entre le PERP, le plan d'épargne retraite populaire, et le PERCO, le plan d'épargne retraite collectif, si je ne dis pas de bêtises. Du coup, le PERP est une assurance individuelle, alors que le PERCO est une assurance collective. Donc, le PERCO, c'est quand on est salarié généralement, ou quand vous aurez des salariés, vous aurez un PERCO pour vos salariés. En tant qu'individu, vous souscrivez vous-même, en tant que chef d'entreprise, un PERP. Voilà. Je ne sais pas si j'ai été clair, n'hésitez pas à demander des compléments. Alors, j'ai Renaud. Diététicien nutritionniste libéral depuis le 1er novembre 2018. Je rachète ma patientèle à 9 000 €. Je collabore avec ma collègue. Je rachète jusqu'en décembre.
où je signerai la cession définitive. Vous établi un contrat de promesse de vente qui vaut pour vente et pour contrat de collaboration établi par notre truc. Avez-vous des conseils pour bien me protéger? Dans ce cas, j'ai déjà une RC Pro plus habitation, parce que je paierai un bail à partir de la session en décembre. Alors, est-ce que j'ai un conseil pour vous, Renaud? Je collabore avec ma collègue qui cherche jusqu'en décembre. C'est bien contrat de promesse de vente. En tant que diététicien nutritionniste, dans le cadre de votre RC Pro, j'imagine que vous avez une garantie pour tout ce qui, alors, pour tous les conseils que vous pourriez donner, par exemple pour une personne qui pourrait avoir des allergies. Si l'un de vos patients ne vous dit pas qu'il a une allergie et que vous lui recommandez de manger quelque chose, il peut arriver que, enfin, voilà, votre patient se retourne pour vous. Oui, vous avez la RC Pro, donc ça, du coup, a priori, c'est couvert. Mais non, alors a priori, moi, je vois pas forcément de conseils particuliers. Dans le cadre de votre MRP, alors il y a une liste de garanties assez longue, donc je n'ai pas forcément. Ah bah du coup, vous me dites parfait, donc bah, parfait, Renaud, je ne vais pas plus loin, ça me va bien. Mais en tout cas, oui, j'ai pas forcément de conseils pour vous. A priori, vous me semblez déjà couvert un minimum. En tout cas, ça me semble pas mal. Et oui, il faudra voir pour la prévoyance. Vous serez du coup chef d'entreprise. Une prévoyance, du coup, un cap, un val, décès peut être intéressante pour vous protéger si vous arrive quelque chose, si vous ne pouvez pas travailler. Voilà. Oui. Et puis dans le cadre de votre MRP, du coup, assurance perte de prestation, du coup, assurance homme clé, personne clé, ça peut être intéressant. Voilà. Et bien, vous avez aussi une prévoyance, c'est parfait. Je ne vois pas d'autres questions. Et alors moi, je vous propose juste du coup de revenir un peu plus en détail sur le statut des conjoints, parce qu'on a un peu plus de temps. Donc, Ah, alors pardon, j'ai pas vu la question. Il y avait une question, on me dit, sur le conjoint dans le cadre d'une SAS. Ah oui, c'est une question que j'ai passée au début en me disant que je reviendrai plus tard. Le statut du conjoint dans l'entreprise, le statut du chef d'entreprise ne spécifie rien pour les SAS, co-dirigeants, est-ce différent? Oui, alors du coup, ça tombe bien, c'est le sujet que je voulais aborder. Alors j'essaie de revenir sur le support, mais j'arrive pas à passer les slides. Euh, je suis bien. Ah non, c'est bon. J'ai réussi. Donc, page 8. Sur le statut du conjoint, j'ai pris des notes. Donc, on parle ici du conjoint associé. Donc, le conjoint associé, on n'en a pas parlé aujourd'hui parce que ça concernait moins de monde, mais visiblement, du coup, ça concerne moins une personne. Donc, il faut être dirigeant d'une société qui est soit une SARL, soit une SN, soit une SAS. Donc, dans votre cas, une SAS. Donc, votre conjoint peut être conjoint associé. Donc, pour être conjoint associé, il faut être marié, pacsé ou concubin. Le concubinage est possible. Donc, il faut que votre conjoint travaille dans l'entreprise ou en possède des parts. Il faut, du coup, votre conjoint aura la même couverture que vous en tant que chef d'entreprise. Oui, il va percevoir des dividendes, il va disposer d'un pouvoir décisionnaire, donc il va pouvoir voter au conseil d'administration, par exemple, si vous êtes plus que deux. Si vous êtes que deux, votre assemblée, votre conseil d'administration, il va très vite. Il y aura forcément l'un de vous qui sera majoritaire, en cas j'imagine. Et votre conjoint, du coup, sera responsable des dettes au même titre que vous, puisqu'il est associé, donc il a des parts de l'entreprise. Et puisqu'il est associé, il n'aura pas le droit au chômage. Voilà, puisqu'il est indépendant comme vous. Donc voilà, c'est le troisième statut, donc c'est le conjoint associé. Alors j'espère que j'ai répondu à votre question. C'est que pour Agnès. Ok, super Agnès. Alors du coup, j'ai Renaud qui nous dit qu'il n'a pas forcément compris l'allusion qu'on a faite à la personne clé. Alors on vous dit que vous avez une prévoyance, mais du coup, la prévoyance c'est très vague, comme vous avez pu le voir, il peut y avoir l'incap, l'invalidité, l'incapacité, l'invalidité et le décès. Donc nous, dans les exemples qu'on a cités tout à l'heure, on citait l'assurance homme clé. Donc l'assurance homme clé, c'est quand on est chef d'entreprise, donc personne clé, hein, si je suis un peu plus inclusif comme on l'a dit tout à l'heure. L'assurance personne clé, donc c'est si on est chef d'entreprise, si on a une personne qui est quand vous aurez une entreprise plus grande, par exemple, vous serez peut-être président de votre entreprise et que vous aurez un directeur général, donc votre directeur général sera votre homme clé, et ben vous souscrivez une assurance pour cette personne clé, ou s'il arrive quelque chose à cette personne clé, que ce soit un arrêt de travail, une invalidité qui l'empêche de travailler ou un décès, vous êtes couvert. Votre assureur vous versera un pécule pour subvenir pour compenser du coup son absence, parce que sans lui, du coup, votre entreprise tourne moins bien. Donc, ou même sans vous, hein, parce que vous êtes un chef d'entreprise, donc si vous n'êtes plus là et que vous êtes seul, votre entreprise ne fonctionne pas. Donc voilà, votre assurance peut vous aider à compenser soit l'absence temporaire ou l'absence définitive de la personne clé.
Oui, en micro-entreprise, vous êtes vous-même la personne clé. Du coup, voilà, si vous avez une garantie incapacité, invalidité, décès, ben, ça équivaut plus ou moins à une assurance homme-clé. Donc, il n'y a pas de souci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Ben, parfait, Renaud, si vous avez tout prévu. Ok. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions? Merci beaucoup, hein, Quentin, pour cette présentation très complète. En tout cas, moi, j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. J'espère que vous aussi, vous avez de votre côté voilà, pu avoir toutes les informations nécessaires pour votre projet. Est-ce que vous avez d'autres questions? N'hésitez pas, hein, il nous reste 2 minutes. Alors, Stéphanie, est-ce que c'est possible de vous joindre? Alors, Stéphanie, je la connais, elle travaille à Nice, donc est-ce que c'est possible de vous joindre? Alors là, aujourd'hui, Quentin, il est intervenu dans le cadre de cette présentation. S'il y a des questions, voilà, ne pas hésiter à passer par moi, Stéphanie, et puis on pourra traiter voilà, ta demande. Agnès, bonne intervention, merci, super sympa. Merci Agnès, merci pour Quentin. Renaud. Alors, j'ai une question de Renaud. Alors, il faudra le micro. Si dans le cas d'une invalidité, je monte. La personne à qui je rachète la patientèle, que se passe-t-il? Alors, si vous voulez dire que vous rachetez une patientèle à une personne, mais que si d'ici là, votre personne a une invalidité, elle ne peut pas travailler, elle veut perdre sa patientèle, une partie, c'est ce qui se passe. Alors, si cette patientèle, j'imagine que vous pouvez renégocier justement le coût de la patientèle que vous avez achetée. Il y a un écho. Pardon. Je recommence. Renaud, si j'ai bien compris votre question, vous me dites donc si la personne à qui vous rachetez votre patientèle a donc soit une incapacité ou une invalidité d'ici le jour où vous rachetez la patientèle, donc elle ne va pas travailler. Donc techniquement, oui, elle va perdre de la patientèle. Donc en termes d'assurance, je ne pense pas qu'il existe une assurance qui vous garantisse cette patientèle jusqu'au jour J. Mais en tout cas, de votre côté, je vous invite à renégocier, si c'est le cas, le coût de cette patientèle, puisque évidemment, entre le jour où vous l'avez négocié et le jour J, eh ben, la patientèle ne sera pas la même. Donc, il y a peut-être une action à avoir. Je ne pense pas qu'il y ait une assurance qui couvre ce risque, ou alors peut-être, voilà, moi je ne connais pas. Oui, voilà, c'est la personne à qui vous rachetez qui a une assurance, donc son assurance va compléter son manque à gagner, mais de votre côté, je ne pense pas qu'il y ait une assurance spécifique. Et je ne vois pas forcément l'intérêt. En tout cas, je dirais que ce serait plus une action de renégociation de l'achat. Ben voilà, si vous avez une promesse de vente, alors je crois que malheureusement, du coup, si le montant de la patientèle est dedans, et ben, je pense que vous ne pourrez pas y revenir. Mais en tout cas, j'ai envie de dire, c'est un risque à prendre. Mais je ne crois pas qu'il y ait une assurance, en tout cas, qui couvre ce besoin précis. Voilà. En tout cas, voilà, si la session est signée en décembre, on ne va pas vous souhaiter du malheur, mais en tout cas, c'est assez proche, donc a priori, il n'y a pas de souci. Voilà, parce que si la personne est absente 3 ou 4 jours, voilà, en termes de patientèle, c'est pas énorme non plus. Elle peut être malade, mais en tout cas. Ah, si la personne est dans l'incapacité de signer. Ah ben, si elle est dans l'incapacité de signer. Enfin, si elle est en arrêt maladie, rien ne l'empêche de signer. Si elle est en invalidité, que alors, malheureusement elle a un accident et qu'elle ne peut plus signer, ben, elle aura un tuteur. Alors il faudra le temps qu'il soit nommé. Ça peut être son père, ça peut être un tuteur qui est désigné par la justice, donc qui. Donc là, ça repousserait certainement votre vente. Et si elle décède, eh ben, ce sera ses héritiers du coup qui seront propriétaires de la patientèle. Et il faudra sans doute renégocier avec les héritiers pour racheter. Voilà. En tout cas, on ne vous le souhaite pas. Voilà, bah écoutez, super. Ce que je vous propose, c'est qu'on en reste là pour aujourd'hui. Merci à toutes et à tous pour votre participation à cette webconférence. Merci beaucoup à Quentin et au cabinet R&B Conseil d'avoir permis voilà, que cette conférence tienne lieu. Nous avons le programme des webconférences de l'ADI, des webconférences gratuites de l'ADI qui est disponible sur notre site internet
Comme d'habitude, dans le mail, je vous enverrai les liens pour que vous puissiez accéder. Je vous enverrai également le support. Et encore une fois, merci beaucoup. Et à très bientôt sur l'une de nos webconférences. Merci et au revoir. Au revoir.